Salut à toutes et à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a rendez-vous en Bretagne avec l'un des meilleurs forgerons couteliers de France afin de forger mon propre couteau. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors aujourd'hui, je suis avec Paolo Simoich. Tu vas bien? Bien et toi? Super, merci. On est dans ta forge et Oh, dans ma grotte, ouais. dans la grotte. Dans mon antre. Alors, est-ce qu'on fait l'interview en portugais ou en français? On peut la faire en portugais, En espagnol, portugais. anglais, français. En français à peu près correct, on va essayer. Allez, on va essayer de varier. T'as tout de bain. Alors aujourd'hui, le but pour moi, c'est vraiment, tu sais, comme j'aime beaucoup tout ce qui est arts martiaux, notamment self-défense. J'ai pour idée, voilà, ici de découvrir vraiment tout ce qui est la forge d'un couteau au sens général. Quand je dis forge, moi, je n'y connais rien. C'est-à-dire que pour moi, la forge, c'est la construction du couteau, du début jusqu'à la fin, de A à Z. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est travail du couteau, aussi bien en self-défense, hein, déjà se défendre d'un couteau. Et je me dis, avant de pouvoir se défendre d'un couteau, il faut savoir déjà comment on s'en sert. Et avant de savoir également comment on s'en sert, il faut savoir un peu aussi vraiment la base de la base, comment on arrive à avoir un couteau, comment on forge le couteau. D'où ma venue ici. Et donc est-ce que tu pourrais nous expliquer justement en global quelles sont les principales étapes qu'on a pour la fameuse forge d'un couteau? Alors, pour ce qui est de la forge, dans la réalisation d'un couteau, bien évidemment, il y a différentes façons de réaliser un couteau. Il y a la forge, notamment, qui est la mise en forme du métal au marteau et en le chauffant donc dans la forge. Donc cette mise en forme se fait au marteau, la principale mise en forme. Et puis il y a l'autre technique aussi qui est par enlèvement de matière. En fait, on prend une plaque dans laquelle on découpe la forme du couteau et on enlève la matière pour lui donner sa forme générale, le tranchant, enfin toute la mise en forme. La particularité de la forge, c'est qu'on fait la mise en forme, la silhouette du couteau, et les tranchants, ce qui va être les tranchants, ce qu'on appelle les émoutures, on fait tout ça par action de martelage à chaud. Donc là, on travaille avec des températures qui sont en moyenne aux alentours de 850 voire 900 degrés. D'accord. Ce qui quand même commence à faire un petit peu chaud. Et grâce à donc cette action mécanique, on va faire bouger le métal à la forme qu'on veut, donc en forme de couteau. Accessoirement, c'est quand même mieux si on veut faire un couteau. Une fois que ça c'est fait, il y a différentes étapes qui vont suivre ensuite, notamment à la fin de la forge, on va faire certaines opérations qui vont être par exemple la normalisation, qui vont être des chauffes successives à une certaine température avec des refroidissements à l'air qui vont permettre d'enlever les tensions et les stress de l'acier, puisqu'on l'a fortement modifié par l'action de la forge. Et une fois que ça c'est fait, on va aussi le laisser redescendre en température très lentement pour que cet acier soit sous forme la plus tendre possible, qu'on appelle recuit. Et après vient à la forge, après vient la mise en forme finale par le biais de l'abrasion. Enlèvement de matière avec des machines, avec des bandes abrasives qui tournent de différents Pour terminer voilà. Donc là, on donne la silhouette finale, on fait les émoutures propres, donc les fameux biseaux, les angles du tranchant. Il y a différents types d'émoutures aussi. Et une fois qu'on a fait tout ça, vient le traitement thermique qui vise à durcir l'acier. D'accord. Mais il faut qu'il soit dur sans être cassant. Donc il y a le traitement thermique qui comprend la trempe et le revenu, qui permet de déstresser un peu et de garder une dureté, mais en lui redonnant un petit peu de flexibilité. D'accord, pour qu'il y ait une casse quand on va s'en servir. Exactement. Si je viens le planter et que je force dessus pour éviter qu'il me pète dans les mains. Exactement. C'est le paradoxe un petit peu en coutellerie, c'est qu'il faut qu'on soit un mélange du chêne et du roseau. En fait, il faut l'éternel compromis. Voilà, exactement. Et l'art du coutelier, c'est d'essayer d'être le mieux possible dans ce compromis-là, avoir un tranchant dur avec une flexibilité de lame qui soit suffisante. Après, il y a différentes techniques de traitement thermique qui vont de la trempe intégrale à des trempes sélectives. D'accord. Mais bon, là-dessus, c'est un vaste sujet aussi auquel on pourrait en parler pendant des heures. Et donc, après cette phase de traitement thermique, viennent tout ce qui est montage de manches, finition,
l'étui, et pour finir vraiment en dernier, l'affûtage, puisqu'on affûte un couteau que vraiment lorsqu'il est fini, y compris l'étui. Ouais. Sinon c'est le meilleur moyen de se couper lorsqu'on fait l'étui, par exemple, sur un couteau déjà affûté. Et puis après, lui rendre honneur, c'est l'utiliser. Une vitrine c'est bien, mais si on peut lui faire vivre un petit peu des aventures, c'est bien. Donc le couteau c'est un outil, c'est un objet passion. Ça peut être une œuvre d'art, mais il ne faut quand même pas oublier sa fonction première, qui est de couper les choses, si possible pas ses doigts. Mais il faut lui rendre honneur, il faut l'utiliser. D'accord. En gros, schématiquement, les grosses étapes, c'est la forge, la mise en forme, le traitement thermique, le montage, l'étuitage, l'affûtage. Voilà. Plein de trucs en H, mais qui ont tendance à, au final, quand c'est fait en respectant certaines notions, certaines façons de faire, on obtient un couteau tout à fait digne de ce nom, on va dire. D'accord. Et non pas juste un presse-papier en forme de couteau. En forme de couteau. Alors c'est vrai que moi, quand je voyais forge, je pensais à la forge, avant d'arriver ici, d'ailleurs on va le voir durant la vidéo, je m'y suis mis, je m'y attendais vraiment pas. Ouais, alors faut savoir que là quand on vous parle, le couteau il est déjà fini, hein. Vous allez le voir durant la vidéo, mais... Il a tous ses doigts. Hein. il m'a surnommé 10 doigts. Non mais en fait j'avais vraiment l'image, moi si tu veux, Astérix Obélix, le forgeron, le mec hyper baraque avec son marteau. Bon, non, pas moi quoi. T'as le marteau. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais vraiment l'image très très archaïque, vraiment d'ailleurs on l'a eu, à enfourner le métal. J'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir le faire avec toi. Mais c'est vrai que derrière j'ai découvert que ça paraît entre guillemets simple. Je dis bien que ça paraît simple parce que on sort le métal, on tape dessus, etc. On lui donne plus ou moins la forme qu'on veut. Mais j'ai bien compris durant les 2 jours que j'ai passé avec toi que, notamment quand tu as rattrapé mes erreurs, qu'il y a des fois, il suffit d'un coup de marteau de travers ou un mauvais geste, et surtout vraiment quand on arrive vers la fin du couteau, où on arrive à faire le fil de la lame, où là vraiment l'erreur ne pardonne pas. Et donc ça, moi quand je te vois faire, je me dis mais en 5 minutes c'est bouclé, et moi je mets une demi-heure à faire la même chose, et encore faut que tu rattrapes derrière. Donc c'est vrai que ça a l'air simple quand on voit ça même dans la télé, les machins, les mecs qui tapent sur le métal, mais au final c'est beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît, et je pense que le moindre petit détail pourtant brutal au final finit par causer des problèmes, des dommages dans la finesse, on va dire finale du couteau, quoi, dans le rendu final. Ouais, c'est vrai que après le fait que ça paraisse facile quand quelqu'un qui a l'habitude le fait, c'est souvent le cas dans plein d'activités. Et heureusement d'ailleurs, hein, après 30 ans de coutellerie, si j'avais pas un minimum de dextérité, ça serait inquiétant. Mais merci de le souligner. Il est vrai que il faut allier à certains moments un peu de brutalité, parce qu'il faut cogner, il ne faut pas le chatouiller le métal, il faut taper dessus. Et puis tu as pu voir qu'il ne se laisse pas faire, hein. Des fois il faut taper dessus. Mais en même temps, c'est aussi des fois des étapes où il faut de la finesse, du doigté et savoir doser les coups de marteau. C'est tout l'art de la forge, c'est être brutal, entre guillemets, à certains moments, être dans la finesse à d'autres, et la difficulté, elle est de savoir à quel moment je dois taper fort, à quel moment je dois alléger mes coups de marteau, quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est normal, quand on découvre la chose, on n'est pas forcément à l'aise, tu t'en es plutôt même bien tiré pendant 2 jours. Et puis c'est vrai que on n'apprend pas un métier comme ça en 5 minutes, c'est de la pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bon, faut m'excuser la blague, mais enfin. Mais au moins, tu as le mérite d'avoir fait, plutôt bien sorti. Et puis surtout, c'est bien pour se rendre compte de ce que c'est que le travail de forge, donner la valeur à ce travail-là. Et maintenant, tu l'as fait, tu sais quelles peuvent être les difficultés. Mais aussi quelles peuvent être les qualités et les avantages de cette action de forge. Après, attention, un couteau mal forgé, il vaut mieux un couteau non forgé bien fait qu'un couteau mal forgé.
C'est-à-dire, on peut enlever de matière, contrairement à la forge, de prendre une plaque et de... Forge n'est pas systématiquement synonyme de bon. Si c'est mal forgé, on aura une bouse. Si c'est bien forgé, on aura un bon couteau. Mais forge n'est pas forcément égal à qualité. C'est souvent l'idée qu'on en a. Oui, c'est vrai. Mais forger... c'est bon si c'est forgé dans les règles de l'art en respectant certaines règles de forge par rapport à l'acier, par rapport aux températures, par rapport à la structure du métal. Et ça, avec la pratique, on tend le plus possible à respecter tout ça. On fait aussi des fois des merdes, même avec l'habitude, ça nous arrive, on n'est pas infaillible. Mais le but, c'est d'essayer de faire de moins en moins. J'ai essayé moi sur un mini couteau pour m'amuser un peu. Bon. On repassera. Ouais. Alors une question qui me vient, c'est vrai que moi quand je suis venu ici, j'en avais un peu l'image et même le délire, hein, je suis un grand gamin, mais de Rambo qui forge son couteau et puis même dans Mosinor qui se fout de sa gueule en disant ah ce couteau est pas bon, on va recommencer. Il jette le couteau et puis il recommence. Et alors la question qui me vient, c'est justement un bon couteau. C'est quoi exactement un bon couteau? C'est quoi un bon saucisson? C'est quoi une bonne voiture? C'est quoi une bonne paire de chaussures? C'est pareil, en fait c'est surtout est-ce que l'outil que j'ai dans la main est adapté à ce que je veux en faire. En réalité, il n'y a pas de couteaux meilleurs que les autres dans tout. Il y a des couteaux qui sont adaptés à certaines choses. Il y a des couteaux qui sont polyvalents mais qui ne sont pas bons, excellents dans un domaine. Il y a des couteaux qui sont très très bons dans un domaine mais très mauvais dans l'autre. Ouais. C'est la polyvalence ou la spécialité d'un outil, d'un objet, et le couteau, c'est pareil. Après, qu'est-ce qui fait un bon couteau si on veut vraiment établir une notion d'un couteau qui soit bon? C'est déjà un couteau, il faut qu'on puisse différencier rapidement et facilement le manche de la lame, c'est plus pratique pour pas se couper. Il faut que lorsqu'on l'a en main, on soit en sécurité, c'est-à-dire que la prise en main ne soit pas dangereuse, il faut qu'il soit confortable. Il faut que le tranchant il soit un minimum efficace. Donc il faut une ergonomie de tranchant, les moutures, les angles, il faut que l'affûtage soit correct, et pour que tout ça puisse durer dans le temps, il faut que le traitement thermique soit bon aussi. Ouais. Mais ça, c'est des choses, en le regardant le couteau comme ça, on ne le voit pas forcément. Donc je dirais qu'à prime abord, lorsqu'on voit un couteau, déjà... c'est compliqué de savoir... C'est compliqué de voir certaines choses. Ouais. Après, est-ce qu'il est ergonomiquement confortable? Est-ce qu'il est dans une forme cohérente? Oui, ça on peut détecter facilement. Après, est-ce que le traitement thermique est bon? Il faudra l'utiliser un minimum pour savoir. Voir. Lorsqu'on va l'affûter, on va voir comment est-ce qu'il résiste au niveau de l'affûtage, est-ce que la pierre ou la bande du backstand mord dedans facilement, enfin le morphile, c'est-à-dire les petits barbillons d'affûtage, comment est-ce qu'ils se créent, est-ce qu'ils apparaissent et sous quelle forme, enfin il y a plein de petits indices comme ça, mais au regard du néophyte, un bon couteau, déjà, c'est 1, je sais où est le manche et la lame. 2, il est confortable. Et 3, quand je veux couper quelque chose avec, il coupe. Il coupe ou il coupe pas. Il coupe. Ça marche directement. Après, il y a peut-être un défaut d'affûtage, mais en tout cas, principalement, il y a ces notions-là. Les aciers, c'est pareil. L'acier X ou Y qui est meilleur que les autres, oui et non, il y a des aciers adaptés à des usages, il y a des aciers qui sont meilleurs que d'autres par rapport à des critères qui sont par exemple la dureté, après le traitement thermique, ou la résilience, c'est-à-dire la flexibilité, ou la résistance à la corrosion, ou la résistance à certaines contraintes mécaniques. Mais encore une fois, tout dépend du contexte. Un bon Opinel des familles de papy, des fois c'est le meilleur des couteaux, et puis le couteau à 500 000 €, qui est très joli, moi j'en voudrais même pas pour aller tartiner mon pain le matin, quoi. Ouais. C'est assez subjectif. Mais en réalité, voilà. Il faut qu'ils tiennent dans la main et qu'ils coupent. Ouais, il y a des basiques, après chaque couteau a sa spécificité pour aller plus loin. Ouais. C'est surtout l'utilisateur qui compte. Un couteau X ou Y dans des mains qui savent tenir un couteau et l'utiliser un minimum correctement,
que la lame soit une lame Bowie, spear point, ou qu'elle soit pied de mouton ou autre, pour faire la plupart des choses qu'on a à faire avec un couteau, en réalité, peu importe, quoi. C'est pas de l'incision chirurgicale avec un scalpel ou du travail de marqueterie avec des outils tranchants très particuliers. On coupe un saucisson, on coupe un bout de pain, on coupe une corde, on coupe une branche, on coupe un carton, enfin... Ouais. Le voisin, en cas d'embrouille, c'est moins conseillé, mais bon, bref, en gros, souvent on cherche midi à 14h. Bon, en fait, c'est par analogie reprendre une phrase que mon ami de toujours, Fred Perrin, a tendance à dire souvent, et c'est vrai, en parlant du couteau de combat, c'est quoi un couteau de combat? C'est le couteau que tu as dans les mains au moment où tu dois malheureusement te battre. Et pour un couteau d'usage autre que combat, c'est pareil. Voilà. Le bon couteau, c'est celui que tu as quand tu en as besoin. Maintenant, tu t'adaptes. Ouais. C'est surtout ça le principal. L'utilisateur, je dirais, compte plus que le couteau en lui-même, pour des usages classiques. Oui, pour du classique. On n'est pas dans de l'usage spécifique, et encore. Alors, en plus d'être forgeron coutelier, il me semble que tu as fait... que tu fais d'ailleurs, tout ce qui est après arts martiaux, fight, au sens général du terme. Moi, tu sais que je viens principalement du Krav Maga, principalement du Krav Maga, donc Fédération Européenne de Krav Maga, Richard Douyeb. Qu'en est-il pour toi exactement? Voilà, mon parcours, c'est comme en coutellerie, en fait, c'est un joyeux mix. J'ai commencé avec le taekwondo, j'avais 13-14 ans, donc à peine du poil au menton qui débutait. Et là, j'ai eu le plaisir de rencontrer Fred Perrin, avec qui on s'est jamais quitté. À 14 ans, d'accord, vraiment dans le début, quoi. Au club de taekwondo où on était. Donc on s'est liés d'amitié parce que la même passion des sports de combat et aussi du couteau. Hein. Mon papa était ancien des forces spéciales, mais il a été aussi, avant d'être dans les forces spéciales, il a été maréchal ferrant. Donc moi, tout ce qui est les armes, la forge, j'ai toujours un petit peu baigné dedans. D'accord. Et puis la pratique des arts martiaux, j'ai rencontré Fred et on ne s'est plus quitté. Donc il y a eu le taekwondo, il y a eu, on est passé par différents styles, le penjak silat, on en a fait beaucoup aussi. Et après avoir pratiqué beaucoup de taekwondo, un peu de boxe américaine, et beaucoup aussi de penjak silat, eskrima, niskali. On en est arrivé au bout d'un certain nombre d'années avec Fred à créer la CDS. Je fais partie des gens qui ont participé à la création de la CDS. La CDS, c'est l'Académie de défense citoyenne, ça? Voilà, Académie du couteau et défense en situation, qui ensuite est devenue, et qui est devenue après l'Académie du citoyen et de la défense en situation. Donc l'idée en fait c'était de faire un mélange de tout ce qu'on avait pu glaner dans différents styles, dans tout ce qu'on avait pu faire nous dans nos carrières respectives ou dans nos activités professionnelles, paraprofessionnelles par rapport à tout ça, et d'avoir une approche la plus pragmatique, la plus réaliste possible par rapport au couteau, par rapport aux armes camouflées, par rapport aux armes improvisées, la sécurité personnelle. On a eu la chance et le bonheur de rencontrer plein de gens intéressants, Guillaume Morel, Fred Moimache, qui sont des amis et des gens avec qui on a d'ailleurs Guillaume Morel que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois et d'interviewer, d'ailleurs l'interview sur la chaîne Krav Maga Traveling également. Des super mecs. Donc voilà, tout ça c'était un travail, une réflexion autour de tous ces thèmes-là, sans se prendre pour des experts, sans se prendre pour des dieux vivants. Voilà, des tartes, on en a mis, on en a reçu beaucoup aussi. Ça va de pair. Ça va de pair. L'idée, voilà, c'est de faire une approche qui soit réaliste et pas fantasmagorique de certaines choses. On reste humain, on reste... Et puis surtout, être bien conscient d'une chose. Oui, le couteau, c'est notre spécialité. Oui, le couteau, c'est ce qu'on enseigne, principalement. Mais il y a aussi toutes les armes improvisées, camouflées. Mais c'est aussi être très clair avec les gens. C'est un choix d'outils de défense efficaces, mais au regard de la législation et de ce que ça implique dans le fait d'assumer ça psychologiquement, c'est le plus mauvais choix. Et encore une fois, je reprends une terminologie qui était souvent utilisée pendant les formations, c'est la meilleure option à choisir si on peut, c'est CFC, comme disait mon ami Fred Perrin.
cours, Forrest, cours. Ouais, le bon feu CF. Joue pas les héros. Si tu peux te sauver, te mettre en sécurité, toi ou ceux qui t'accompagnent, fais-le. Après, si la confrontation est inévitable, à ce moment-là, on passe en mode on-off. Ouais, tu sors l'animal, tu sors la boîte à gifles. Voilà. Mais le choix du couteau est, au regard de la loi, un très mauvais choix. Ouais. Très efficace, mais un très mauvais choix. Il faut juste être bien au clair avec ça, bien l'expliquer aux gens. Pas de surprise derrière. Après, s'ils veulent apprendre... oui, ça empêche pas d'apprendre. On peut apprendre des échecs, c'est pas pour autant qu'on va y jouer tous les 2 minutes, mais on peut apprendre à jouer avec des couteaux, c'est pas pour autant qu'on va dépouiller tout ce qui se présente. Ouais. Mais il faut être très au clair avec la chose. Faut être au clair. C'est toujours ce qu'on a essayé de ne pas se mentir, en fait. Non, et pas de mentir aux gens. Oui, c'est surtout ça. Ouais. Mais c'est un mode de vie, le couteau, pour nous. C'est pas un métier, c'est pas une passion, c'est un mode de vie. Ouais, on vit couteau, on dort couteau, on mange couteau, on voyage couteau. On fait même des trucs que je peux pas dire en pensant des fois à du couteau. Et pas ce que vous pensez, bande des dégoûtants. Direct sur leur écran, ça cogite. C'est un mode de vie, voilà, on peut résumer ça comme ça. Ouais. C'est un mode de vie, tout simplement. D'accord. C'est dans notre ADN. T'as le gène couteau. C'est ça. Puis là où il y a des gènes, il peut y avoir du plaisir. C'est la petite blague pourrie du forgeron, ça. Tu m'en as appris plein. C'est pas tout. Alors aujourd'hui, j'ai pu te rencontrer grâce à Alban Cambe, le fameux passionné de bushcraft et auteur de nombreux bouquins sur le sujet. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Alban, je vous conseille de regarder un petit peu. Alban Cambe, il a fait des très très bons livres sur le sujet du bushcraft. Un super bonhomme en plus, vraiment, avec beaucoup de connaissances, vraiment. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Je ferai sûrement une prochaine vidéo d'ailleurs avec lui, on verra ça un petit peu plus tard. Mais grâce justement à Alban, j'ai pu avoir ton contact, te rencontrer et puis maintenant réaliser un rêve de gosse de forger son fameux couteau. Justement là, aujourd'hui tu m'as accueilli pour 2 jours de formation, une sorte de stage, où j'ai pu, et je le précise, réaliser mon couteau avec ton aide, de la pièce de métal. C'était un morceau d'amortisseur de camion si je me souviens bien. Vraiment, ça n'avait rien à voir avec un couteau, et à repartir avec un couteau forgé, de très bonne qualité, avec un manche, tout ce qui va bien. On le montrera d'ailleurs un petit peu après dans la vidéo. Et également étui, enfin tout compris. Donc moi franchement je suis satisfait à 300%. Justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui verront la vidéo et qui seraient intéressés pour faire la même chose? De se lancer tout simplement. Après, le stage en lui-même, c'est assouvir une envie. C'est pas forcément ce qui est, je pense, ton cas. C'est pas pour devenir coutelier. Non, c'était l'approche, aussi. Comprendre comment c'est fait, pour approcher, on va dire, la fabrication. Le mieux, c'est d'essayer. Complètement. Donc du coup, il y a ceux qui viennent pour se faire plaisir, parce qu'ils ont envie de voir comment ça se passe, et participer à la réalisation de leur couteau, ou le réaliser entièrement. Il y a ceux qui veulent faire vraiment un apprentissage pour ensuite chez eux se faire plaisir de temps en temps à faire quelques lames. Et puis il y a ceux qui veulent se reconvertir carrément en coutellerie. Donc moi en fait j'adapte le programme à chaque type de personne. J'ai pas un programme bateau que je colle à tout le monde. Et puis ils viennent, ils suivent ce programme-là, ils font ce couteau-là avec cette forme-là, ces matériaux-là. C'est du sur-mesure. En fait, c'est du sur-mesure. Les gens viennent, avant qu'ils viennent, on a une discussion au téléphone ou par message interposé. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi, qu'est-ce qu'ils aiment en coutellerie, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre à faire. Et après, en fonction de est-ce que c'est réalisable ou pas, si en 2 jours tu veux apprendre à faire une épée en damas, tout de suite ça va pas être possible. Il faudra un petit peu plus de temps et de pratique, mais on établit un programme vraiment ensemble, adapté à chaque personne, de façon à répondre à ses attentes le plus possible. Et puis faire une coutellerie qui va être dans celle qu'il aime. Parce que, y en a qui veulent du moderne, d'autres qui veulent du traditionnel, d'autres qui veulent du tactique, d'autres qui veulent du très fignolé, d'autres du plus rustique. Donc, c'est à moi de m'adapter en fait à la personne qui vient et pas l'inverse. En fait. Comme avec le couteau là, je veux dire, le couteau, comment dire, je suis arrivé, tu me l'avais dit, mais ça s'est vérifié, c'est exactement vrai. À chaque étape, tu me disais, bon, tu le veux comment le couteau? Quelle forme tu vas dessiner ton couteau? Donc oui, j'ai dessiné mon couteau, il m'a aidé, mais moi qui dessine comme un pied, j'ai pu dessiner le couteau que j'avais en tête.
J'ai pu forger à la manière que je souhaitais. Le manche c'est pareil, on a dessiné le manche, choisi le coloris, choisi les formes dessus, la texture, vraiment l'ensemble, quoi, même le design final du couteau, je veux dire, les fioritures, entre guillemets, l'aspect brut de forge qui contraste avec l'aspect beaucoup plus moderne, etc. Il n'y a pas deux couteaux pareil, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable dans ce stage, c'est que, comme tu dis, c'est du sur-mesure. C'est pas du assieds-toi là, t'as un PowerPoint, et puis tu vas faire le couteau que tout le monde a fait, et le mec qui va passer avant toi ou après toi aura le même couteau. Là, le couteau, c'est mon couteau complètement, quoi. C'est ça que j'ai trouvé formidable. J'ai vraiment adoré ça parce que voilà, tu ressors vraiment avec ta patte, entre guillemets. Enfin, c'est ce que je veux dire, quoi, plus ou moins évidemment, mais tu ressors vraiment avec quelque chose que tu as créé quasiment de A à Z, sous évidemment tuteur, mais pour quelqu'un qui n'a jamais touché quasiment un marteau pour moi, et surtout une forge à 900 degrés, c'était vraiment super, quoi. Bah, merci en tout cas d'avoir apprécié. La mission elle est remplie, c'est quand les gens repartent en ayant pris plaisir et en ayant fait ce qu'ils voulaient ou très proche de ce qu'ils voulaient. De se rendre compte que finalement, oui, il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choses qui demandent de la pratique, de la maîtrise, mais c'est pas inaccessible à partir du moment où il y a quelqu'un qui montre, qui guide, puis qui de temps en temps rattrape un petit peu, remettre sur les rails, mais bon, c'est normal, c'est normal, très peu. On coupera ça au montage. Mais bon, c'est se faire plaisir et surtout fonctionner de façon sérieuse, sans se prendre au sérieux. Et moi j'aime travailler comme on a travaillé, de façon individuelle, sérieuse, mais en très petit comité. Dans la bonne humeur aussi. Moi je prends 3 personnes en même temps maximum, et si elles viennent ensemble et qu'elles se connaissent. D'accord. Sinon en général les gens sont tout seuls avec moi. Ah oui, d'accord, c'est vraiment du cours privé quasiment. Rarement, mais ça peut arriver, mais rarement, quand ils se connaissent pas, 2 personnes maximum. Mais tu restes très très proche de ton élève. 8 à 9 fois sur 10, ils sont tout seuls avec moi. Bon, tant pis pour eux, manque de peau, ils me supportent tout seuls finalement. Mais c'est plus sympa pour tout le monde, je suis disponible pour eux. L'atelier, il est à disponibilité pour eux. Moi, je suis là vraiment pour eux. C'est à moi de m'adapter à la personne et de l'amener d'un point A à un point B. En respectant le plus possible son rythme. C'est pas moi qui donne le tempo, c'est la personne qui vient en formation. Moi j'ai juste à être le père Fouras du temps qui passe, à gérer le timing, à gérer l'avancée du travail pour que au bout des 2 jours, on ait rempli la mission qu'on s'est fixée ensemble. C'est surtout ça. Donc si là demain, quelqu'un qui voit ma vidéo souhaite justement faire la même chose, on mettra les contacts, tes contacts évidemment, il te passe un coup de téléphone et c'est... Un message par mail ou Messenger ou Facebook, et l'idéal, puisque moi je suis encore un petit peu à l'ancienne quand même, j'aime bien discuter avec les gens directement au téléphone, de vive voix, on peut répondre du tac au tac, il y a une interaction qui est quand même plus sympa, enfin je trouve. Mais voilà, en fait, prendre contact avec moi et après on établit ensemble le contenu. Les dates, c'est pareil, il n'y a pas de date figée, c'est des dates qu'on décide ensemble, ça peut être en semaine, ça peut être le week-end, ça peut être sur des vacances. J'aime pas les choses trop figées, tout comme j'aime pas faire toujours le même style de couteau. Donc, en fait, j'aime bien être dans l'adaptabilité, dans la modularité. J'aime pas tout ce qui est figé en fait. D'accord. C'est surtout ça. C'est pas une mauvaise chose. Alors on arrive à la fin de l'interview, donc juste pour vous montrer un petit peu, voilà, ça c'est le fameux couteau final, d'accord, voilà, que j'ai forgé, voilà, ça donne ça, avec évidemment l'étui qui va bien, voilà, et une fois que c'est dedans, c'est du solide. Donc là maintenant on est parti pour faire du bushcraft avec Alban. Allez on y va, c'est parti. C'est parti. Alors Paolo, dernière, justement, en fin de l'interview, est-ce que tu aurais un message à faire passer à ceux et celles qui vont voir cette vidéo? C'est la question la plus dure, c'est la plus générale, mais voilà. Courage. Non, faites-vous plaisir. T'avais prévu la question avant en plus. Non, faites-vous plaisir en fait. On a la chance au jour d'aujourd'hui d'avoir accès à plein d'informations, que ce soit des tutos, que ce soit des vidéos, des bouquins,
En 2 clics, on a trouvé plein d'infos. Mais ça remplacera jamais le fait de faire la démarche que tu viens de faire, de venir, de rencontrer, de faire, de tester. Alors oui, des fois on se brûle les doigts, des fois c'est pas facile, mais... la grosse ampoule. T'as une jolie ampoule, hein. L'ampoule qui t'éclaire la nuit. T'auras pas besoin de lampe ce soir. Mais bon, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à passer le pas. Hein. Bon, oui, je suis hirsute, je suis barbu, je suis dans une grotte, mais je mords personne, au contraire, j'aime bien travailler sérieusement sans me prendre au sérieux. Ouais. Et puis le maître mot, c'est ça, c'est vivre son envie, sa passion, se faire plaisir et oser le faire. Il n'y a rien d'inaccessible, ni dans les tarifs, ni dans la complexité. Non. Donc faites-vous plaisir. Conclusion, si vous n'avez rien prévu ce week-end... Non, ce week-end c'est mort, j'ai déjà des mondes. T'inquiète pas, la vidéo elle sortira dans quelques temps. Ça marche. Bon bah voilà, c'était super rencontre, franchement merci encore. Exactement, je suis super content de t'avoir rencontré, un super mec, en espérant qu'on aura d'autres occasions de partager des moments dans la nature déguisé en fougère, avec un couteau entre les dents. Ça c'est avec Alban qu'on fait ça apparemment. Ouais, en slip léopard. On va lui flinguer sa pub. C'est ça, et puis prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Faites attention à vous, et prenez du plaisir. Et puis, n'hésitez pas. Faites-le si vous avez fait envie. À la prochaine. Ciao.